Je tiens, merci. Je tiens à mentionner que le panel est maintenant enregistré. Donc, si vous n'êtes pas confortable avec l'enregistrement du panel, euh, merci de éteindre votre caméra et éteindre peut-être votre micro. Merci beaucoup. Et j'aimerais signifier aussi que vous pouvez poser des questions dans le chat. C'est vraiment libre à vous. Vous pouvez poser des questions tout au long du panel. Mais il y aura vraiment une période de questions qui sera privilégiée à la fin du panel. On aura environ 15-20 minutes pour pouvoir répondre à toutes vos questions et vous pourrez aussi faire des échanges avec nos panélistes qui sont aujourd'hui présents. Je tiens à mentionner qu'on avait une panéliste qui est à Dubaï actuellement qui devait être présente avec nous aujourd'hui. Malheureusement, ce ne sera pas possible car pour différentes raisons. Donc, elle ne sera pas là aujourd'hui, mais on est très très bien accompagnés de nos autres panélistes qui sont là avec nous aujourd'hui. Donc, je laisse maintenant la parole à Catherine Gauthier pour pouvoir les présenter comme il se doit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie, pour la présentation. Donc, je vous salue toutes et toutes. Je vous remercie également d'être avec nous pour ce panel intersectoriel. Comme Marie l'a mentionné, je me présente, Catherine Gauthier. Je suis directrice talent, processus et gouvernance chez Copticom, spécialisée en stratégie et relations publiques. Puis au fil des dernières années, j'ai eu l'occasion de participer à plus d'une dizaine de conférences des partis. Donc, depuis 2005, j'ai eu l'occasion de participer à la COP 11 à l'époque, qui se tenait à Montréal. Et j'ai suivi les négociations du Québec là, depuis le lancement des dialogues pour le climat en 2020. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, vous avez sans doute entendu parler de plus en plus des conférences des partis sur les changements climatiques. Donc, la conférence qui s'ouvre ces jours-ci, la COP 28, est en fait une conférence qui a lieu dans le cadre des négociations internationales qui ont lieu là, depuis les années 90. On a pu assister à une première conférence des partis en 1994 et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec la 28e conférence qui porte sur les changements climatiques. Si jamais vous vous demandiez quel était le lien avec les enjeux de biodiversité, la COP 15 dont on a parlé abondamment l'année dernière, eh bien, c'est tout simplement une autre convention cadre qui porte sur la diversité biologique et culturelle avec des conférences qui ont lieu tous les 2 ans. Donc, c'est ce qui explique pourquoi les numéros 15 et 28 ne suivent tout simplement pas, ne se suivent pas. Dans le cadre des grandes conférences internationales sur les changements climatiques, les parties, donc les États membres de ces accords, vont se réunir de manière assez régulière, comme on le voit avec les négociations climatiques. Et on a pu voir dès 2015 un accord très important dont on parle encore aujourd'hui, c'est-à-dire l'accord de Paris. L'accord de Paris, même s'il a été signé en 2015, est entré en vigueur en 2016 et on se retrouve ces jours-ci, donc en 2023, 5 ans plus tard, à faire le premier bilan mondial, donc faire le suivi des engagements des États. Et c'est ce qui explique en fait pourquoi la COP 28 revêt une importance assez capitale pour voir où on se trouve. Donc, pour animer ce panel, comme vous le voyez, je suis accompagnée de plusieurs invités et on va se poser différentes questions cet après-midi. Donc, par exemple, quelles ont été les avancées depuis l'année dernière, donc entre la COP 27 et la COP 28? Quels sont les grands défis que cette nouvelle année nous apporte? On cherche aussi à s'intéresser à la manière dont la société civile participe à ces négociations. Quelles sont les revendications également? Alors, pour vous offrir cet éclairage, je vous présente nos invités. On a d'abord Sophie Paradis, qui est conseillère principale, planification et gestion du développement durable pour la ville de Pointe-Claire, de même que le professeur Alexandre Gajevic-Sayeg au département de sciences politiques de l'Université Laval. Je tiens à vous mentionner qu'évidemment, la société civile est beaucoup plus vaste que les personnes que nous représentons aujourd'hui. Alors, je vous invite à garder ce regard critique parce qu'évidemment, on ne prétend pas parler au nom de l'ensemble des personnes de la société civile, qu'elles soient à la COP 28 ou même dans leurs États respectifs. Alors, pour lancer ce panel, j'aimerais vous demander déjà quel est votre état d'esprit pour cette COP 28? Qu'est-ce que vous allez surveiller, que ce soit ici, dans dans vos villes respectives, ou même qu'est-ce que vous allez regarder qui peut s'opérer depuis Dubaï?
Donc, on peut commencer avec Alexandre. Wow, ben c'est une bonne question parce que je pense que l'état d'esprit dans lequel on se trouve est quand même une question assez pertinente et je suis vraiment dans l'état d'esprit. Est-ce qu'on est dans un contexte de sortie du pétrole ou pas? Alors, est-ce que depuis les Émirats arabes unis où se trouve la COP 28 cette année, est-ce qu'on va envoyer un message très clair qu'on est là pour sortir du pétrole ou pas? Alors, je pense qu'après la succession des COP qu'on a eu dans les dernières années, on est arrivé vraiment à ce moment culminant. Alors, on a réussi finalement dans les dernières années à mentionner le charbon, à mentionner que le problème des changements climatiques, vraiment qu'on devrait s'entendre que ce sont les énergies fossiles. Là, ce que j'aimerais voir, c'est est-ce que dans le texte, on va avoir vraiment cette annonce qu'on doit diminuer la production de pétrole et de gaz dans le monde, comme le disent les scientifiques, comme le disent l'Agence internationale de l'énergie, comme le demande des différentes sociétés civiles. Alors, est-ce qu'on va avoir ça dans le texte? Alors, je pense que pour moi, ce qui définit le plus mon état d'esprit, c'est vraiment cette idée de la sortie du pétrole et du gaz. Et à mes yeux, au fait, le succès ou l'échec de cette COP 28 va beaucoup passer par là. Alors, je pense qu'on va juger que cette COP est un succès ou un échec si on va pouvoir dire clairement dans le texte qu'on va diminuer la production mondiale de pétrole et de gaz parce que c'est absolument nécessaire. On ne peut pas croire qu'on va atteindre nos cibles si on ne le dit pas. Et j'aimerais que justement on le dise haut et fort parce que c'est un message qu'on doit envoyer au marché financier. On doit envoyer au message à marché financier qu'on va faire cette diminution-là. Comme ça, les investisseurs du monde entier vont comprendre, OK, on devrait peut-être plus mettre de l'argent dans le pétrole et le gaz, on devrait peut-être mettre cet argent-là ailleurs. Alors, cet investissement ne sera pas un bon investissement. Et comme ça, on réussit un peu à tourner toute cette machine en sortant du fossile vers les énergies de l'avenir, vers les énergies renouvelables. Alors ça définit vraiment beaucoup de mon état d'esprit. Merci beaucoup. C'est effectivement une conférence très complexe avec des attentes très élevées. Et pour Sophie, quelles sont vos attentes? Donc, bonjour Catherine, bonjour tout le monde. Merci de nous donner cette chance-là de nous exprimer à différents paliers, hein. Donc, j'ai peut-être moins d'intérêt sur les textes, mais quand même, puis je suis contente qu'Alexandre s'en occupe parce que je les verrai pas aussi bien que lui. Par contre, au niveau, à l'échelle municipale, il va sentir que moi, je suis un peu divisée. Donc, on souhaite évidemment, comme tout le monde, qu'il y ait ces engagements-là, ce financement-là qui viennent des partis qui y participent. Par contre, ce qu'on voit dans les conseils municipaux, ce qu'on voit sur le terrain, ce qu'on voit dans les administrations publiques, c'est un engagement. Un engagement parce que les gens prennent de plus en plus conscience, malgré les grands accords, qu'on connaît des crises, on connaît les impacts des changements climatiques et qu'ils sont onéreux, qu'ils sont coûteux et qu'ils menacent la sécurité de nos citoyens. Donc, partout dans les villes, maintenant, vous pouvez voir dans les conseils de ville des gens qui demandent action, que ce soit par rapport à l'accord de Paris, il est encore là. On a encore des engagements qui sont très valables et les villes commencent tranquillement à les mettre en œuvre. Donc, c'est pour ça que c'est quand justement, cette sortie-là de l'énergie fossile, des énergies fossiles, elle est attendu par tous d'un point de vue municipal, d'un point de vue de gouvernements locaux. On parle déjà de décarbonation des bâtiments, des actifs. Donc déjà, il y a une action. On est des gouvernements qui sont dans l'action. Alors c'est comme ça peut-être qu'on l'aborde plus que d'être en attente de ces accords-là. Mm-hmm. Je trouve vos interventions très complémentaires parce que sans texte ou sans engagement, parfois c'est difficile de le faire décliner en action locale. Puis évidemment, des engagements qui sont ambitieux mais qui ne se traduisent pas sur le terrain, ça reste également problématique. Pour poursuivre, j'aimerais vous demander, quand on parle de cette COP 28, bien souvent, on a l'impression que c'est très loin. Ça se passe ces jours-ci à Dubaï, dans un État pétrolier, donc dans un contexte qui est hautement critiqué. Mais j'ai quand même envie de vous demander quels sont les grands enjeux si on tente de les ramener au niveau québécois, au niveau canadien et même sur le plan plus local. Quels sont les liens qu'on peut dresser entre ces grandes conférences internationales et l'action qui se passe vraiment beaucoup plus près des citoyens, des citoyennes? On peut commencer avec Alexandre.
avec le micro. J'ai l'impression que Sophie va pouvoir même parler beaucoup mieux que moi sur vraiment cette connexion avec les citoyens et citoyennes d'ici. Je pense que ce que j'aimerais faire comme pour commencer, c'est peut-être dresser la table vraiment des grands enjeux de cette COP-là. Mais je pense qu'on fait bien de le dire. Puis je pense que Sophie l'a très bien dit au début. On est dans un contexte de gouvernance du climat à tous les niveaux. Alors, les COP, c'est une instance. Mais après ça, ça se descend au niveau des pays, ça descend au niveau des provinces et des États, ça descend au niveau des villes, ça descend au niveau des quartiers, de toutes les municipalités, ça descend aux individus dans nos milieux de travail, à la maison. Alors, tout ça participe à cette grande gouvernance des changements climatiques. Alors, on est vraiment comme à l'action climatique à tous ces niveaux-là. Par contre, c'est sûr qu'il y a certains éléments, et là, il y a comme certains éléments que je trouve qui sont vraiment importants de couvrir dans les COP et qu'on ne doit pas perdre de vue parce que ça connecte quand même avec nos responsabilités en tant que pays. Alors, si vous permettez, je pense à ce stade-ci, je vais parler peut-être des grands enjeux au niveau de la COP et ensuite, on pourra peut-être faire davantage des liens avec ce qui se passe à la maison. Mais une chose, par exemple, donc, comme j'ai dit, c'est la sortie du pétrole. Je pense que le premier enjeu, des grands enjeux, alors je vais juste en parler de 4, au fait, je vais essayer de garder ça court. Je vais juste parler de 4 enjeux, mais un des grands enjeux, c'est vraiment donc sa sortie du pétrole. On a vu à la COP26, il y a 2 ans à Glasgow, qu'on a parlé de « Oh, on a mis l'accent sur le charbon, on va diminuer la production de charbon. » OK, très bien. Finalement, on a parlé de ça. À la COP27, on a essayé, alors il y a 80 pays qui ont mis de la pression. On devrait parler de l'élimination progressive de la production de pétrole et de gaz dans le monde. Il y a eu des pays qui ont fait beaucoup de résistance. Échec, on n'a pas réussi à voir ça dans le texte. Par contre, il y a quand même 80 pays qui ont mis de la pression. Alors, ce que j'aimerais voir, c'est est-ce que cette pression-là va se traduire de la dernière COP à cette COP-ci? Alors, ça, c'est vraiment quelque chose que je pense qu'on devrait suivre. Et pourquoi c'est important pour nous? Ben, c'est parce que le Canada est un des plus grands pays, des plus grands producteurs de pétrole au monde. Alors, c'est quelque chose qu'on doit surveiller. C'est quelque chose qui va nous toucher. Et je vais parler plus tard du niveau électoral canadien, mais c'est quelque chose à laquelle on devrait, laquelle nous touche. Et lorsqu'on soutient des pratiques fossiles, lorsqu'on soutient des industries fossiles, lorsqu'on soutient des partis politiques qui soutiennent ces industries-là, alors on a une responsabilité dans toute cette mouvance. Alors, c'est très important. Alors, le premier grand enjeu, je dirais, ce sont les énergies fossiles. Le deuxième grand enjeu, c'est les énergies renouvelables. Alors, je pense qu'on va parler beaucoup du déploiement d'énergies renouvelables. C'est quelque chose qu'on le voit déjà à la maison, on le voit notamment au Québec. On est en train ça va être une question pour nous aussi, lorsque le monde va avoir vraiment besoin de beaucoup plus d'énergie dans les prochaines années. Est-ce que cette énergie-là sera des grands barrages? Est-ce que ça sera du gaz naturel? Ou est-ce que pour augmenter notre offre d'énergie, c'est sûr qu'on devrait consommer mieux l'énergie, ça c'est une autre affaire, mais on devrait peut-être au Québec aussi, y aller de l'avant avec cette mouvance qui a commencé vers le solaire et l'éolien. C'est très bien. C'est un enjeu encore plus important dans le reste du Canada où l'on utilise encore beaucoup le gaz naturel et le charbon pour notre électricité et notre chauffage. Alors, c'est très important. Par contre, à la COP, justement, c'est est-ce qu'on va parler des énergies renouvelables comme une substitution aux énergies fossiles ou comme une addition aux énergies fossiles. Et c'est exactement dans ce hotspot que le président de la COP est en ce moment. On dirait que dans toutes les dernières interventions, il parle vraiment, on va augmenter l'offre d'énergie, on va parler, tout le monde va parler du déploiement des énergies renouvelables. Mais est-ce que c'est pour substituer les énergies fossiles ou pas? Et ça, c'est une grande question. Donc, quelque chose qu'on doit suivre. Donc, c'est important. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on doit vivre ici au Canada. Après ça, il y a comme 2 éléments qui ont l'air peut-être plus abstraits pour nous, mais qui sont très importants pour moi. C'est la question de la justice climatique. Et c'est une question peut-être que, je ne sais pas si c'est parce que moi, je viens du Brésil ou donc j'ai été comme exposé beaucoup dans mon enfance et ma jeunesse à cette réalité des pays du Sud, mais je sais que j'ai toujours été très intéressé par des questions de justice globale et la question de la justice climatique est peut-être aujourd'hui la plus grande question de justice globale qui existe. Et on a des devoirs en tant que pays qui ont historiquement pollué vraiment beaucoup. Et en étant dans les pays les plus riches, est-ce qu'on va aider les pays les plus démunis à s'adapter au changement climatique et est-ce qu'on va les aider à eux aussi sortir du fossile parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire? On avait promis donc, c'était la COP de Copenhague en 2009, c'est la COP 15. On avait promis le 100 milliards par année. À la COP de Paris, la COP 21, on avait dit, OK, on va l'avoir pour 2020.
Ça a pris vraiment du temps. En 2023, on a finalement réussi à avoir le 100 milliards par année. Le problème, c'est que à ce niveau, encore aujourd'hui, non seulement on vient juste d'avoir le 100 milliards, fait que les pays ont vraiment trouvé ça dommage. Deuxièmement, c'est vraiment pas beaucoup. Et troisièmement, on a compté des prêts là-dedans. Donc, ce n'est pas de l'argent qu'on a donné, c'est de l'argent qu'on prête. Alors, il y a peut-être une érosion de la confiance et ça, c'est majeur pour tout accord international. Et finalement, c'est un peu dans ce sens-là, c'est la question des pertes et dommages. Alors, je viens d'être surpris il y a quelques minutes sur le fait que dans le premier jour de la COP, on s'est entendu pour en fait dire qu'on va effectivement, on l'avait déjà un peu, on s'était déjà un peu entendu lors de la dernière COP qu'on allait créer ce fonds pour les pertes et dommages. Mais ça aussi, c'est justement pour compenser, OK, lorsqu'on ne peut plus réduire nos émissions et lorsque ces pays-là pourront plus s'adapter, qui va payer pour tous ces dommages causés? C'est notre responsabilité. Donc, pour le point de la justice climatique que je viens de faire et pour les pertes et dommages, c'est notre responsabilité en tant que pays qui est historiquement pollueur et un pays très, très riche de remplir nos devoirs. Alors, ce n'est pas de l'aide humanitaire ici, c'est vraiment remplir des devoirs de justice qui nous incombent moralement de le faire. Alors, je trouve que c'est comme important en tant que citoyen d'un des pays les plus riches au monde de dire, de mettre la pression sur notre gouvernement, de dire, regardez, c'est notre devoir de le faire. Et on devrait tous et toutes appuyer ça. Et ça va beaucoup aider les relations internationales sur le climat qui ont été très tendues sur cette question de justice. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon très qui nous amène vraiment en profondeur sur les enjeux de justice, puis qui touche aussi un mot sur l'érosion de la confiance, non seulement des États, mais peut-être de la population globale, qui se demande à quoi bon ces grands forums. Puis parlant de confiance, justement, des citoyens, un des niveaux de gouvernement local ou de proximité, je pense que c'est vraiment au niveau des municipalités que ça peut jouer, donc de voir des exemples concrets qui nous touchent, qui touchent nos vies. Puis on a Sophie, justement, pour nous en parler, de l'action au niveau municipal. Ben, c'est ce qui est souvent souhaité hein, de la part des gens qui travaillent en environnement ou des spécialistes en changement climatique, peu importe, c'est d'avoir des lois qui sont suffisamment fortes pour influencer toute cette chaîne-là, donc du fédéral au provincial, aux gouvernements locaux, que ce soit par municipaux, peu importe. Parce que dans certains cas, ça aide beaucoup à faire passer des planifications. On l'a bien vu en 2006 quand le gouvernement du Québec avait adopté sa loi sur le développement durable, une loi qui a été citée comme modèle partout sur la planète. On avait, si je me souviens bien, 12 principes ou 16 que j'ai moi, mais ça a influencé non seulement plusieurs ministères qui étaient dans l'obligation de se doter d'une planification de développement durable, mais les villes avaient enchaîné le pas très rapidement. Beaucoup de plans de développement durable s'étaient développés, puis ça a permis à plusieurs villes d'être des leaders, de s'illustrer, de rayonner par leur prise d'action. Je pense à Victoriaville, Montréal, Longueuil, ils avaient fait des bonnes planifications de développement durable. Donc, toutes ces années-là nous amènent aujourd'hui plus en transition écologique et justement d'adaptation de résilience à ces grands pollueurs-là là, ces aléas climatiques qui nous insécurisent au niveau plus, c'est ça, du terrain des vaches. Il y a quand même des choses qui se sont faites depuis la COP27. Je disais justement des documents sur le gouvernement du Québec, ce qui est leur grande réalisation. Parmi elles, on est en train justement de faire le plan nature au Québec, un plan qui va regarder et qui va appuyer toute la protection, restauration des milieux naturels, des terres agricoles. Ça, c'est très important. On n'avait pas ce genre de vision-là aussi intégrer de la nature sur nos territoires et d'utiliser la nature comme solution pour nous adapter. Donc, toutes les inondations qu'on a connues 2017-2019 ont mené à une grande cartographie du sud du Québec pour les zones inondables. Et ça, ben, ça vient répondre à ces grands engagements-là qui sont dans les COP. Donc, ça, c'est intéressant. C'est des actions qui sont prises et qui après découlent dans le milieu municipal.
On parlait d'argent tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'y en a jamais assez. C'est impossible. Il y a des études qui sont publiées. Il y en avait une l'an dernier avec l'UMQ, qui est l'Union des municipalités du Québec, et WSP, qui est une firme en ingénierie. Les coûts juste pour les infrastructures grises, donc bâtiments, routes, vont exploser à cause des changements climatiques. Ça peut représenter 1 500 $ de plus en taxes par citoyen, par ville au Canada, grosso modo. Donc, c'est beaucoup d'argent quand on est justement en crise, comme on connaît maintenant. Donc, tous ces ingrédients-là, évidemment, profitent, viennent des grandes COP, et ces lois-là nous influencent et nous obligent à agir. Tout à l'heure, quand Alexandre a parlé de justice climatique, il y a une façon qu'on le voit aussi au niveau des municipalités. On a une crise du logement. Demain matin, on a connu des feux cet été, des grands feux à l'échelle canadienne, des feux de forêt. Les gens devaient se trouver un endroit pour vivre. On ne savait pas pour combien de temps. Et là, c'est une autre forme de réfugiés climatiques qu'on n'a pas connu encore beaucoup ici. Qu'est-ce qui va arriver quand on n'aura plus d'espace? Déjà qu'on a une crise du logement. Il faut penser à ces questions-là. Il faut avoir du soutien auprès des acteurs sur le terrain pour venir aider à adresser ces questions-là, parce qu'elles vont être importantes et elles le sont déjà, en fait. Donc, c'est un peu ce qu'on ressent sur le terrain, ce qu'on voit qui s'illustre, qui s'engage, qui se fait, plus la mobilisation citoyenne. Le visage a beaucoup changé au cours des dernières années, et ça, on le sent depuis la grande marche qu'il y a eu pour la planète. Quand Greta est venue à Montréal, on l'a eu, on est content, on a vu le visage, la mobilisation se changer. Donc, la mission environnementale n'est plus exclusive aux grands groupes environnementaux. J'ai travaillé pour 7 ans, plusieurs d'entre eux, donc on avait justement ce message-là, on est des experts en environnement, mais de plus en plus des missions micro portées par des citoyens préoccupés par leur nature, préoccupés par l'impact des changements climatiques sur le territoire, naissent. Et ça apporte aussi un autre genre de militantisme et d'engagement qui est extrêmement important dans tout ce grand visage-là là, des acteurs du changement climatique. Merci beaucoup, Sophie. Je pense que lorsqu'on échangeait justement sur ces enjeux d'implication citoyenne, on voit de plus en plus que les rôles de diversité d'acteurs, que ce soit au niveau international ou même local, on comprend bien les différentes roues dans l'engrenage pour une action plus forte, plus concertée, puis aussi plus cohérente pour répondre à l'ampleur des enjeux climatiques. Pour les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à interagir dans le chat, à poser vos questions. Je serais curieuse d'ailleurs de vous lire, de savoir s'il y a des personnes qui sont impliquées dans leur milieu, si vous sentez justement que votre mode d'implication, que ce soit au niveau municipal, régional, dans une organisation ou même en politique, je serais curieuse de voir qui on a dans la salle justement pour poursuivre la conversation. Sur cette question précisément de la déclinaison des engagements internationaux, je le mentionnais en ouverture, parfois ça nous paraît bien loin. Est-ce que vous auriez des exemples concrets de l'impact des COP chez nous, que ce soit par exemple au niveau canadien pour Alexandre, ou même en quoi les municipalités peuvent être interpellées par les grands accords internationaux avec Sophie, justement. Donc, peut-être pour inverser un peu l'ordre, on pourrait commencer avec Sophie. Concrètement, là, quand on pense vraiment à notre vie de tous les jours, en quoi ces grands engagements peuvent nous toucher, ou peuvent toucher nos milieux de vie? Si on sort des énergies fossiles, si on sort si on sort du pétrole, ça va nous demander un effort à tous. Le Québec étant amoureux de sa voiture, de son véhicule, on est dans les grands centres urbains, mais dès qu'on sort un petit peu de Montréal, on devient vite dépendant à cet objet à 4 roues, électrique ou pas, il a sa place dans nos vies. Donc, ça, c'est un impact majeur quotidien, que s'il y a cet engagement-là et les lois qui en découlent, ça va
on le souhaite que cela va encore plus accélérer. On est en retard dans le transport collectif au Canada et au Québec. Grand pays, bien sûr, infrastructures qui sont aussi importantes et qu'on doit maintenir. Ça coûte cher, mais on ne met pas le même argent dans le transport collectif. Donc ça, oui, c'est une des belles grandes priorités qui pourrait nous aider à changer directement. En termes de planification, ces accords-là nous poussent aussi, je parlais tantôt des plans de développement durable. Là, maintenant, on entend plus parler de transition écologique, de plans de réduction des GES. Donc, il y a des réflexions, des inventaires. Les villes mesurent leurs GES, donc pour voir où prendre action. De plus en plus d'études de vulnérabilité. La science de la conservation de l'environnement n'était pas chose habituelle dans les milieux municipaux. On commence à le voir de plus en plus. Il y a des scientifiques en résidence. Laval a annoncé la semaine dernière qu'ils allaient avoir un scientifique des changements climatiques en résidence. C'est extrêmement important pour non seulement répondre aux enjeux que l'on connaît, mais aussi intégrer la science dans les pratiques et dans les planifications et dans la prise de décision. Et aussi, informer les citoyens. C'est bien de partager l'information, d'avoir des conférences. Donc, Longueuil aussi a son scientifique en chef. Donc, ça, c'est vraiment intéressant comment ça s'illustre dans la grande administration municipale. La Ville de Montréal a fait aussi de beaux gestes. Oui, la décarbonation des bâtiments et de nouvelles mesures là, dans le bâtiment, dans de nouveaux bâtiments qui seraient construits, mais aussi un test climat. Un test climat, c'est extrêmement important. Ça a l'air un peu compliqué, c'est bien administratif, mais c'est un outil qui nous aide. Vous savez, on est souvent à la merci de certains élus. Ça arrive. C'est partout. Au niveau provincial, fédéral, il s'agit d'avoir quelqu'un qui ne pense pas comme nous, parce qu'on pense tous bien, évidemment, ici, là, et ça peut faire arrêter des projets. Donc, avec des grilles comme ça, une structure, ça a l'air insignifiant, mais c'est extrêmement important pour faire respecter des engagements. Donc, de la COP au plan, à une loi fédérale, à une loi provinciale, à un plan municipal, ces outils-là nous aident à encadrer nos projets pour justement bien les faire respecter à petite échelle, ces engagements-là. Donc, ça se développe. Les gens sont de plus en plus outillés pour le faire. Donc, ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est un bel engagement que les villes se donnent actuellement et veulent briller par ces engagements-là aussi. Ça fait toujours du bien de rayonner et de faire reconnaître ces bonnes actions. Merci beaucoup, Sophie. Je vois que ça fait réagir justement dans le chat. On a une intervention de Catherine qui croit que les municipalités peuvent mettre en place des règlements, des subventions pour encourager les réductions à la source, mais ça joue beaucoup au niveau des mentalités qu'elle souligne. C'est vrai que c'est un point qui peut être un frein, en fait, un obstacle à la mise en œuvre de pratiques concrètes. Puis des exemples, des outils comme le test climat peuvent sans doute aider à réduire les billets, les enjeux même culturels de nos habitudes. Ce qui rejoint aussi un des commentaires là, avec le Gravel où il faut changer le tout à l'auto, réduire l'étalement urbain. C'est un virage à 360 degrés qui est absolument énorme, qu'il nous dit. Donc, effectivement, comment on s'en sort avec des outils concrets qui nous amènent là, à révolutionner la manière dont on planifie nos actions à l'échelle des villes, des provinces ou même au niveau canadien. Puis à ce sujet, je pense qu'Alexandre pourrait sans doute nous entretenir un peu plus sur comment on sort concrètement de ce dilemme-là, de cette culture de la voiture, de cette culture aussi du pétrole dans lequel on est plongé là, partout au Canada. C'est une excellente question et cette question du changement des mentalités va être majeure en passant, là, c'est sûr et certain. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup voir peut-être un biais d'étudier en sciences politiques, mais les facteurs qui influencent les changements des mentalités, les facteurs qui influencent l'acceptabilité sociale des différents projets. Et c'est important de comprendre ces facteurs-là. Par exemple, on peut penser à comme justement toute la question des automobiles.
Right? Alors, on a l'impression, et en fait, avec beaucoup de questions culturelles, des fois, on a l'impression que la question du climat, en fait, est un chapitre d'une guerre culturelle qui existe aujourd'hui. Donc, les villes contre les régions, le Québec contre l'Alberta, une série de choses, une série de, en fait, les conservateurs contre les libéraux, une série de choses qui semblent participer à une genre de guerre culturelle, en fait. Et on doit surmonter ces éléments-là pour pouvoir y aller de l'avant. Du moins, on doit vraiment les comprendre, on doit les surmonter pour pouvoir aller de l'avant. Mais sans blague, il y a comme des parallèles avec ces questions distributives dont je parlais tout à l'heure, parce que, par exemple, si on veut diminuer la production de pétrole au Canada, on gagnerait vraiment beaucoup à traiter de la question des travailleurs du pétrole. C'est-à-dire d'avoir un plan pour les travailleurs du pétrole, c'est-à-dire d'avoir un plan de transition pour les travailleurs du pétrole. Ça veut dire les soutenir dans la formation pour qu'ils puissent trouver de l'emploi ailleurs. Ce genre de choses va faire en sorte que là, on va envoyer le message. On n'est pas en train, je veux dire, sinon, ils ont vraiment l'impression qu'on est en train d'attaquer leur mode de vie. Aucune chance que ces gens-là viennent soutenir le passage aux énergies vertes. Right? Même chose par rapport à l'utilisation de l'automobile. On a l'impression qu'on attaque le mode de vie des gens. D'une certaine manière, évidemment qu'on le fait. Mais comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte de justement, ben, regardez, c'est qu'on va rendre puis là, il y a un message qu'on va envoyer en tant que politicien, en tant que représentant municipal, en tant que, en fait, leader d'opinion dans les radios et en tant que citoyens qui se parlons les uns aux autres. On va envoyer ce message-là. On est là pour soutenir, on est là pour rendre les transports en commun, les transports actifs plus agréables. On ne va pas faire la guerre culturelle du cycliste contre l'automobilisme, mais on va vraiment faire, regardez, on est ensemble et ensemble, on doit faire en sorte que les transports actifs vont devenir plus agréables. Ça va faire en sorte que le transport en automobile va être plus coûteux, surtout l'automobile à essence. Alors, il y a comme tous ces éléments qu'on va devoir jouer. Ça va toucher, par exemple, à la publicité automobile aussi. Alors, chose certaine, pour rendre plus acceptable, pour qu'on réussisse à surmonter, ben, une chose qu'on ne devrait peut-être pas avoir, c'est autant de publicité automobile. Mais encore là, si on a moins de publicité automobile, on devrait penser aux médias qui dépendent des publicités automobiles pour survivre. Donc, si on interdit les publicités automobiles, on devrait interdire au moins les publicités des voitures à essence pour commencer. Peut-être on pourrait laisser des publicités de voitures électriques, pas de problème, mais les voitures à essence, on devrait les interdire. Mais quel est le revenu que les médias vont avoir besoin pour survivre s'ils dépendent beaucoup de ça? Et même dans les publicités automobiles comme telles, on pourrait comme essayer de voir pourquoi est-ce qu'ils mettent de l'avant, par exemple, des questions d'adrénaline? Je ne sais pas, mais moi, quand je suis en transport, j'aime vraiment la sécurité, l'efficacité. J'aime vraiment pas subir d'adrénaline quand je suis dans un transport. Ce sont ce genre de questions-là qui vont nous aider, en fait, à créer une mouvance ensemble, à surmonter ces différentes guerres culturelles. Et on est là-dedans en ce moment, présentement. Mhm. Merci beaucoup, Alexandre, de nous avoir pointé là, des éléments assez clés de changement de culture, puis les facteurs clés. La question de l'équité là, revient vraiment en toile de fond. Puis j'ai envie de relancer la balle du côté de Sophie parce que les villes, évidemment, font face à plusieurs enjeux d'acceptabilité sociale, des défis même par rapport à la structure de financement. Comment on s'assure justement de laisser personne derrière quand c'est question de mettre en place des mesures pour la transition socio-écologique? C'est extrêmement important dans tous les projets. On ne peut pas faire du copier-coller de toute initiative. Il faut y réfléchir, il faut avoir nos experts, il faut avoir nos citoyens. Les consultations sont extrêmement importantes. Toujours avec un objectif, bien sûr, là, il faut améliorer la situation, mais comment on le fait dans notre chez nous? Comment on le fait à Brossard? Comment on le fait à Château-Richer, sur la côte de Beaupré? Ben, c'est exactement ça qu'il faut penser. Comment éviter l'éco-gentrification? On en parle beaucoup. On veut planter des arbres partout, mais il faut planter dans certains secteurs. Mais comment éviter d'avoir des quartiers qui sont très, très verts au détriment de d'autres? Ça demande une planification, une co-construction. On parle souvent de co-construction en urbanisme durable avec les experts, les citoyens, les entreprises. Si on ne fait pas cet effort-là,
qui prend du temps, qui prend de la patience, mais qui est un bon débat local de réflexion, on va avoir des mesures qui auront peu d'engagement ou d'adhésion de la part des citoyens. Si on n'offre pas une solution qui est agréable, puis ça fait longtemps qu'on le dit, mais une solution qui est agréable à l'automobile, à l'auto solo, si on n'a pas des incitatifs, par exemple des employeurs, puis c'est pas partout, mais tu sais, de faire du covoiturage, par exemple, ben, ça va être encore difficile de changer nos pratiques. Il faut que ce soit agréable, il faut que ce soit construit ensemble. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui s'intéresse à la chose politique, qui s'intéresse à aller le mardi soir une fois par mois au conseil. C'est pas l'endroit, c'est pas un spectacle de Rihanna ou de Beyoncé. Ceci étant dit, il faut quand même, les gens qui se mobilisent et ceux qui sont là ont quand même la chance de construire ça à leur réalité, à leur propre, voyons, c'est ça, culture locale. Les règlements aussi, on a parlé tout à l'heure des règlements. Les règlements, ça aide. Et il y en a beaucoup actuellement, là, que ce soit pour les circulaires, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est important, les circulaires transcontinentales à annoncer qu'il n'y aurait plus le sac de plastique, le Publisac. On vient d'enlever beaucoup de poids, en fait, sur la collecte des matières résiduelles. Ça a l'air de rien, mais si vous mettez tout le panier, tout le sac avec son contenu, ben, il ne sera malheureusement pas recyclé, ça devient un contaminant, puis c'est rejeté par le centre de tri. On ne pense pas quand on le fait. Mais tous ces gestes-là de réglementation qui changent nos pratiques, une à une, informer, rendre ça agréable, avoir ce qu'a fait la Ville de Montréal est extrêmement intéressant. Je prends l'exemple du Publisac parce qu'on est en train de le faire à Pointe-Claire, mais au lieu d'avoir l'approche qui est d'interdire, donc on a tous eu, peut-être vous l'avez eu, l'espèce d'autocollant avec l'interdiction d'avoir un Publisac, on mettait ça sur sa boîte aux lettres. Ben, si vous en voulez un, c'est l'approche, bon, ben, je vais mettre l'autocollant, mais ça va être le cercle vert. Donc, si vous n'en avez pas, ben, c'est que vous n'en désirez pas. Donc, c'est une approche qui est complètement différente. Donc, pour l'équité, pour les pratiques qui sont plus inclusives, mais représentatives aussi, ben, on a du retard, mais on apprend aussi des autres. On a regardé ce qui s'est fait dans d'autres villes, on a regardé qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, on n'est plus au premier jour du développement durable. On a quand même 10-15 ans d'expérience derrière la cravate au niveau municipal qui nous permet de mieux agir. Il va encore avoir des erreurs, ce ne sera pas parfait, mais il va y avoir au moins une action qui va être plus significante et plus efficace que ce qu'on pouvait peut-être faire avant. Et là, ben, les gens ont plus d'informations. J'espère, enfin, tu sais, tout à l'heure, on parlait de, bon, ça se passe à Dubaï, comment on se sent par rapport à Dubaï. Moi, je suis un peu divisée. C'est très critiqué, Dubaï, actuellement, mais sait-on qu'est-ce que ça fait pour la population locale? Est-ce que ça va avoir le même effet que notre COP15 ici, où le mot biodiversité est devenu un mot sur les lèvres de tout le monde? Tout le monde maintenant comprend la biodiversité. J'avais des élus qui venaient me voir avec le mot biodiversity. Moi, j'étais heureuse d'entendre ça. Donc, oui, il y a des critiques à faire, bon, parce que c'est loin, tout ça. C'est correct aussi de critiquer la chose. Cependant, si localement les gens sont informés, qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a un changement qui s'effectue, mais ça aussi, ça va avoir son impact pour le changement local là-bas aussi. Oui, ben merci beaucoup, Sophie. On a Adam qui soulignait aussi dans le chat aux panélistes seulement qu'il y a des sommets aussi sur la mise en œuvre de l'action climatique qui se déroulent à l'intérieur même là, du forum qui est la COP28. Puis sur la question justement de cette participation de la société civile et de l'équité, Alexandre, est-ce que quand on tient une COP à Dubaï comme ça, la voix justement des personnes peut-être les plus vulnérables, les plus affectées par les changements climatiques, est-ce que ces personnes-là ont une voix au chapitre? Est-ce qu'elles interviennent justement pour faire valoir leur point de vue d'après vous? Est-ce qu'on peut les entendre dans une COP comme celle qui se déroule là, ces jours-ci? Je pense que c'est la plus grande COP de l'histoire. On parle de 70 000 personnes qui vont être présentes sur place. On parle d'une présence de plus en plus grande des énergies fossiles. Donc, l'industrie fossile est très présente.
on a vu des gouvernements provinciaux canadiens dire qu'ils vont aller, pour ne pas nommer l'Alberta et la Saskatchewan tout en les nommant, qui veulent peut-être aller à la COP, mais donc les premiers ministres de Smith et Moe de l'Alberta et de la Saskatchewan respectivement, qui veulent aller à la COP, en fait, mais tenir leur propre tente, ne même pas être sous la bannière du Canada, peut-être. Euh, on va avoir. Alors, j'ai hâte de voir comment justement les pays les plus vulnérables vont pouvoir s'exprimer, comment les populations les plus vulnérables vont réussir à prendre leur place. J'ai l'impression que ça va être particulièrement un défi cette fois-ci, mais on verra. La COP vient de commencer aujourd'hui. On verra. J'ai quand même l'impression que justement le message qui sera envoyé en fin de compte va être vraiment très important. Mhm. Mais merci pour cette perspective. D'ailleurs, on parle beaucoup de la COP 28, puis d'entrée de jeu, vous avez nommé des actions qui se passent en dehors de la COP ou des actions en fait qui peuvent se passer tout au long de l'année. Si on prend un pas de recul, j'aimerais vous demander quelle est la place que prennent ces forums internationaux comme les COP ou les accords internationaux dans votre travail quotidien ou dans vos revendications, dans vos études, dans vos recherches. Quelles sont en fait vos attentes par rapport à la COP 28 puis aux impacts que ça peut avoir dans votre travail au jour le jour? On peut commencer avec Alexandre. Ah, OK. En fait, il y a plusieurs éléments vu que je regarde. Je connais évidemment, je regarde vraiment les aspects politiques de la chose, mais pas justement juste au niveau des relations internationales et des négociations, mais je regarde vraiment beaucoup les impacts concrets que cela va avoir pour nous. Puis je pense que, par exemple, une question que j'étais en train de suivre à partir de la dernière COP et que là, je vais vraiment voir comment on va le retrouver dans le texte cette année et voir exactement le parallèle avec ce qui se passe ici au Canada, c'est la question de l'éco-blanchiment par exemple. Donc, la question de la justice que j'ai mentionnée tout à l'heure, c'est vraiment une question que je suis à l'année longue. On pourrait même, si je peux faire juste une parenthèse par rapport à ce que disait Sophie, parce que c'est vrai que les questions de justice climatique, comme Sophie parlait de la canopée des différents quartiers et des îlots de chaleur qui sont causés dans différents quartiers, c'est une question de justice environnementale à la maison. Alors ces questions-là existent au niveau global, mais elles existent aussi à notre niveau local. Et ce sont des questions ben voilà, il y a des quartiers qui souffrent vraiment beaucoup plus d'îlots de chaleur et des canicules. C'est une question de justice environnementale à la maison. Des quartiers généralement plus défavorisés sont généralement plus proches d'industries polluantes et ont une qualité de l'air moins grande et ont une espérance de vie moins grande. Ce sont des questions de justice environnementale à la maison. Alors, je suis donc en parallèle, on dirait que ces questions de justice climatique globale et ces questions de justice climatique à la maison. Plus que ça encore, je reviens à mon point sur l'éco-blanchiment parce que là, je pense qu'il va y avoir un parallèle extraordinaire entre ce qui se passe à la COP et ce qui se passe ici au niveau canadien, notamment parce que le Canada est un pays qui a le pouvoir de... En fait, on sait que les textes des COP vont souvent refléter les positions des pays les plus influents. Ça arrive tout le temps. Et sur cette question-là, est-ce qu'on va voir sur le texte, et là c'est vraiment comme notre réalité qu'on va vivre ici et le texte de la COP, est-ce qu'on va voir dans le texte de la COP, on va parler de la diminution de pétrole et de gaz ou est-ce qu'on va parler de la diminution de pétrole et de gaz dont les émissions ne sont pas captées? Ça, c'est majeur. Alors, c'est un détail dans le texte qui pourrait faire toute la différence. C'est-à-dire, le fait de diminuer la production de pétrole et de gaz, excellent. Le fait de diminuer la diminution de pétrole et de gaz dont les émissions ne sont pas captées, c'est qu'on est en train de miser sur les technologies de captage et de stockage de carbone. Alors ça, c'est justement, il y a beaucoup de pression à l'interne pour qu'on continue la production pétrolière et gazière, mais avec des technologies qui ne fonctionnent pas de captage et de stockage de carbone. On va mettre de la pression au gouvernement canadien, au gouvernement albertain, au niveau international de miser sur ces technologies-là qui ne font que étendre la vie de l'industrie pétrolière. Ce détail-là est absolument majeur. Et on est en train de voir à quel point on est déjà au Canada. Là, on voulait arrêter les subventions aux compagnies pétrolières, mais on subventionne de la même manière parce qu'on est en train de subventionner des technologies qui ne fonctionnent pas pour étendre la durée de vie de ces industries-là. Ce qui va se passer, c'est que au niveau international, si ça se retrouve ou pas dans le texte, ça pourrait changer vraiment beaucoup à la maison. Et là, je ne sais pas pour ceux qui ont
déjà vu ça dans les babillards. Ceux qui écoutent le sport l'ont certainement déjà vu. On a déjà commencé les campagnes d'éco-blanchiment à la maison. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu Pathway Alliance. Alors, c'est comme une alliance de justement différentes compagnies pétrolières pour justement miser sur ce captage et stockage de carbone-là. On voit, alors moi, j'écoute le sport quand même régulièrement. Je vois en écoutant le sport professionnel qui sont déjà des publicités remarquablement bien faites pour nous passer cette idée-là qu'on devrait en fait continuer avec l'industrie pétrolière. Pas de problème parce qu'on a ces technologies-là qui ont déjà, que je le répète, ne fonctionnent pas. Alors, on va voir, on est en train de subir, alors c'était dans des babières à Montréal. Ils avaient une grande page dans le Toronto Star il y a à peine quelques mois de ça. Ils ont pris une grande page pour miser sur leur campagne de gros blanchiment. Alors, ça, c'est comme un parallèle que justement qui affecte mon travail parce que c'est ce genre de choses que j'étudie pour voir justement comment l'opinion publique change ou pas par rapport à la perception des différentes industries. Ça va se passer, on va voir qu'est-ce qu'il va y avoir dans le texte à la COP28 cette année et on va voir justement le parallèle avec ce qui va se passer ici à l'année longue. C'est vraiment très, très important à suivre. Merci beaucoup, Alexandre. On a d'ailleurs Anne-Marie qui nous dit avoir vu la publicité, le pleine page dans le Devoir également. Ça a effectivement beaucoup été partagé un peu partout, là, toute une stratégie d'éco-blanchiment. Et pour vous, Sophie, quel est l'impact d'une COP comme la COP28 sur votre travail? Tout d'abord, j'aimerais savoir si je pourrais me bonifier, m'informer encore plus en allant au cours d'Alexandre. Alexandre, est-ce que vous acceptez des étudiants encore ou on peut vous regarder? Est-ce que vous passez à la télé sur YouTube? Y a-t-il une chaîne où je peux vous suivre? Parce que vous l'avez tellement bien défini, merci, avec tout l'exemple d'inéquité et les eaux de chaleur des quartiers plus fragilisés. Euh, mais il y a deux choses. Pour moi, c'est toujours important de mettre en contexte quand on adopte un règlement, une politique, un plan, un test climat. Quand on a une démarche, il faut l'attacher à quelque chose. Pour moi, c'est important de démontrer ça dans le milieu municipal. Je pense que tout le monde fait cet effort-là. Je pense notamment à l'Union des municipalités du Québec qui a fait une belle plateforme qui s'appelle Unis pour le climat et qui décline et qui aide et qui donne des outils aux municipalités justement pour répondre à ces engagements-là provincial, fédéral et international dans des COP. Donc, pour moi, c'est un peu comme ça que je l'intègre et que j'arrive à justifier une étude de vulnérabilité, par exemple, pour bien comprendre les aléas climatiques, les fragilités de nos quartiers ou de nos citoyens, mais aussi de nos infrastructures et les coûts qui en découlent. Donc, de toujours mettre c'est tellement complexe à comprendre les changements climatiques que justement les mettre en perspective et comment on les attache dans nos réalités municipales, ben ça, c'est quelque chose qui est important de faire et de répéter. On se répète, mais c'est pas grave. Nous, on travaille là-dedans tous les jours. C'est normal que ce ne soit pas des mots qui soient aussi... mettez-moi pas en finance, hein, parce que je vais vous faire un budget qui n'aura pas d'allure. Donc, c'est la même chose quand on travaille en environnement, que ce soit d'autres mots qu'on utilise. Tout à l'heure, on a parlé justement de cet éco-blanchiment-là, mais qui aussi se traduit par des poursuites auprès de municipalités qui décident de faire un geste. Je pense à Prévost avec Énergir, que vous avez probablement tous entendu parler. Donc, cette décision-là qu'a pris cette ville, très courageuse, de dire, ben nous, on veut plus de gaz naturel, puis c'est comme ça qu'on va... Bon, c'est plus complexe que ça, mais je vous le vulgarise rapidement. Et puis là, qu'Énergir n'a pas aimé du tout la chose. Il faut que quand on parlait de loi tout à l'heure, il faut que les villes soient protégées contre ça. Que ce soit pour de l'expropriation déguisée, on a vu quelques villes souffrir de ça aussi pour protéger des milieux naturels qui sont sur terrain privé. Il y a plein de choses comme ça que les grandes instances peuvent aider les villes ou les municipalités ou les groupes citoyens qui le désirent aussi à prendre action vers ces engagements-là. Donc, c'était vraiment les deux points qui, pour moi, illustrent ce que tu disais et ce que vous disiez, Catherine, et qui se reflètent dans le milieu municipal et dans nos travaux.
Ben oui, merci beaucoup. Puis d'ailleurs, on parle beaucoup des différentes critiques qu'on peut avoir là, par rapport aux technologies. On a Véronique qui le souligne, entre autres dans le chat, avec le fait qu'on est quand même sensible aux solutions miracles, parce qu'elles semblent peut-être plus faciles que des solutions qui remettent en cause nos modes de vie, qui impliquent des changements importants. Puis on a également Luc qui commente par rapport au fond du plan vert du Québec, qui fait des efforts pour décarboner les processus chimiques, mais on mise davantage sur des nouvelles technologies. Donc, à nouveau, on est dans le développement technologique et non pas dans la remise en cause de certains processus, certaines sources d'énergie extractivistes, etc. Puis, dans le cadre de la COP28, je le mentionnais en ouverture, c'est la première année où on va réaliser un bilan mondial, donc à la fois par rapport à l'état des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire, des différents engagements, donc quelles sont les mesures qui sont mises sur la table, quels sont les enjeux également liés à l'adaptation. Donc, c'est un travail qui est assez colossal, il faut se le dire. C'est un processus qui s'est étalé sur plusieurs mois. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour le Canada? Est-ce qu'il y a une forme de dossier que vous avez suivi par rapport justement à ce bilan mondial? Ou alors est-ce que les villes, les provinces sont également appelées à faire le bilan de l'action? Donc, au-delà des annonces qui peuvent se faire de manière ponctuelle, est-ce qu'on sait on en est où à l'échelle québécoise, canadienne ou même municipale par rapport à la lutte, l'adaptation également contre les changements climatiques? On peut y aller avec Alexandre puis Sophie ensuite. On sait, en fait, c'est un exercice extrêmement important qui va se répercuter maintenant dans les 2 prochaines semaines à la COP28. On sait plusieurs choses déjà, comme celle que, par exemple, dans tous les pays du G7, le Canada est celui qui fait moins bonne figure. Donc, de tous les pays du G7, le Canada est le seul qui ne réussit pas à diminuer ses émissions de GES. Alors, non seulement que donc, ce n'est pas qu'on n'atteint pas la cible, on a des difficultés à les réduire. Et on le sait notamment, deux choses. Une d'entre elles est analogue avec ce qui se passe au Québec aussi. C'est notamment, et je pense que ça touche un peu à ce que disait la question tout à l'heure, au Canada, on a réussi à, par exemple, diminuer nos émissions au niveau industriel. Au Québec, on a réussi à diminuer nos émissions au niveau industriel. Mais au Canada et au Québec, cette diminution-là a été effacée, au fait. Au Canada, pour 2 raisons, au Québec, pour une raison. Au Québec, c'est que nos émissions en transport effacent tous les efforts qu'on fait par ailleurs et c'est notamment dû à nos choix de transport. Alors, si on pourrait faire une longue histoire courte, mais dire notamment que le choix de consommation des citoyens et citoyennes pour les VUS a largement, donc pour les voitures qui sont plus énergivores, a largement effacé les efforts qu'ont réussi à faire par ailleurs quand même plusieurs industries. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Au niveau canadien, il y a exactement le même le même phénomène, donc ce choix, se tournant vers des véhicules plus énergivores qui ont effacé les efforts au niveau industriel, mais aussi la croissance de la production de pétrole et de gaz qui, elle, efface au fait tous les efforts qu'on est en train de faire. Alors, c'est d'une certaine manière ce qu'on voit avec ce type d'exercice-là. C'est ce qu'on voyait notamment, ça ressemble à ce qu'on voyait notamment dans les inventaires québécois et canadiens d'émissions de GES. C'est qu'il y a 2 giga-éléphants dans la salle et ce sont la production de pétrole et de gaz et les transports. Alors, on ne va pas réussir à atteindre nos cibles si on ne diminue pas la production de pétrole et de gaz et si on n'abandonne pas l'auto à combustion interne, donc tous les véhicules à combustion interne. Donc, c'est ce qu'on voit. Alors, on va pas réussir à s'en sortir si on met pas de l'avant si on met pas de l'avant des mesures pour ces 2 choses-là. Mais encore là, comme je le disais, pour soutenir ces 2 choses-là, on va avoir besoin de soutien parce qu'on va avoir besoin justement d'une tarification du carbone très forte. Or, la tarification du carbone devient un enjeu électoral. On va avoir besoin des cofiscalités au Québec. Or, les cofiscalités deviennent un enjeu électoral. Alors, ce sont des choses extrêmement importantes pour nous au Québec et au Canada de dire justement, et on voit ça se répercute au niveau de
les gouvernements utilisent des termes comme, par exemple au Québec, que l'écofiscalité est une mesure punitive. Alors, on donne déjà comme image le fait qu'on ne veut pas punir les gens. Au lieu de dire on devrait responsabiliser les gens pour les choix de consommation que l'on fait. Et si aujourd'hui, en 2023, on a choisi un véhicule polluant, on devrait payer très cher pour, parce que justement, on ne devrait pas y aller vers ce genre de véhicule-là. Alors, et c'est ce genre de message-là qu'on envoie aux populations et au marché en même temps qui pourrait nous faire basculer vers des modes beaucoup plus sobres en carbone, mais ce n'est pas les messages qu'on est en train d'envoyer en ce moment. Il y a tout un virage à opérer. Sophie, quel bilan dressez-vous ou qu'est-ce qui vous fait réagir là, justement par rapport à ce qu'Alexandre vient de nommer? 3 millions de choses, en fait, que je vais préciser au niveau du municipal. 2030 est une année charnière pour tout le monde. Les plans de réduction de GES ou les plans d'adaptation au changement climatique d'une bonne partie des villes au Québec, là, ceux qui se sont dotés, qui ont pu se doter de ce genre de planification, mais la majorité d'entre eux, 2030, la planification stratégique de la ville de Montréal, c'est Montréal 2030, parce que c'est l'année charnière où on s'est tous donné comme objectif de réduire nos GES et d'atteindre les niveaux de l'accord de Paris. Euh, c'est... euh, Il y a... J'avais un exemple en écoutant Alexandre au début des années 2000. Dans le milieu municipal, un exemple qu'on avait était la ville de Portland aux États-Unis, qui avait une ville qui avait pas Aujourd'hui, c'est rendu funky, Portland. Tout le monde a envie d'aller à Portland, mais il y a 20 ans, c'était une ville très, très, très ordinaire, son charme particulier, mais qui a misé sur le transport collectif. Ça a pris du temps, mais ça a changé la culture. Ça a non seulement changé la culture, ça a changé la mobilité, la richesse, la répartition de la richesse locale, l'économie locale s'est redéveloppée. Puis 20 ans plus tard, on voit qu'ils sont rendus ailleurs et là, on est dans la ville biophilique, donc la ville qui se connecte non pas par le transport collectif, mais par la nature en ville, qui est un très, très beau concept qui n'est pas neuf, là, qui est vieux aussi, mais qu'on le ramène tranquillement. Je pense justement à des villes comme Bromont qui veulent faire des quartiers biophiliques. C'est des bâtiments, c'est des quartiers qui sont bâtis avec la nature. Donc, on se donne des plans pour réduire les GES, qui sont parfois difficilement aussi mesurables. Là, quand vous avez deux autoroutes qui traversent votre territoire, ça reste de l'ordre un peu plus, comment dire, d'estimation. Ceci étant dit, c'est quand même possible de le faire avec les responsabilités par rapport au bâtiment. Donc, l'écofiscalité, c'est un enjeu majeur. On en parle de plus en plus dans les villes qui ont un beau rôle là-dedans et qui ont pris de bonnes mesures. Victoriaville en est une. Et Alexandre l'a bien dit, la taxe ou l'écotaxe peut être vue comme une punition. Parfois, oui, il faut faire payer le pollueur-payeur. Le pollueur doit payer pour son choix qu'il fait parce qu'il y a des gens à côté qui décident de faire autre chose. Donc, il devrait avoir aussi un bonus pour les bons choix. Ça, c'est pas encore intégré dans nos cultures. Il faut encourager les bonnes pratiques. Est-ce que c'est une réduction de taxes, un abonnement gratuit au métro, peu importe, là. Mais il faut encourager ça si on veut atteindre la réduction de GES et si on veut participer à ce changement-là de culture. Parce que sinon, c'est beaucoup trop difficile s'il n'y a pas un bon... C'est plate à dire, mais s'il n'y a pas un bonbon en bout de ligne, on fait bien pour la planète, mais les gens voient ce qui se passe autour, donc si c'est pas offert, si on ne met pas en œuvre quelque chose d'agréable, ben, ce sera plus difficile. Il y a des affaires, il y a des choses aussi qui se réfléchissent et qu'on commence à voir aussi dans le milieu municipal, c'est au niveau des événements. Les événements qui sont éco-responsables, mais des événements qui pourraient aussi, si vous accueillez un gros spectacle chez vous, mais qu'on fait une mesure des GS, ben, il va y avoir tant de camions, on va avoir X. Ça se fait, ces mesures-là, mais là aussi, il pourrait avoir une taxe à l'événement spécial
qui ne peut pas, par exemple, réduire ses GES, qui ne peut pas être net zéro, par exemple, mais qui pourrait payer sa compensation. Ça aussi, c'est des mesures qui sont intéressantes pour contribuer à cette réduction-là, qui sont des mesures écofiscales. On ne les voit pas partout, là, mais c'est en train de se réfléchir et qui aborde un tout autre aspect que le transport collectif. On est vraiment plus dans le rôle du service aux citoyens, dans l'activité citoyenne. Parce qu'on ne va pas tous rester chez nous pour ne pas émettre de GS. Là. Il nous faut encore un peu de vie. Euh, Tout le bâtiment, ben, c'est sûr qu'avec les certifications qui existent, encore une fois, la certification, c'est comme tout. Hein. Il faut l'adapter au milieu. Donc, on entend souvent LEED, mais il y en a d'autres. Les Passive House, c'est une maison qui est passive. Et une petite aparté comme ça, les maisons canadiennes, nos vieilles maisons canadiennes qu'on voit là, dans le Vieux-Québec, mais c'était des maisons passives. Elles étaient construites pour l'hiver, garder la chaleur parce que les murs étaient épais. Il y avait la cuisine d'été. Donc, tout était pensé avec l'orientation parce qu'on n'avait pas nécessairement les moyens d'avoir du chauffage à outrance, comme c'est gratuit et facile aujourd'hui. Donc, on revient un peu avec des solutions du passé, mais qui peuvent s'appliquer aujourd'hui. Donc, des constructions qui sont passives, net zéro, de l'éco-construction. Il faut accompagner les citoyens qui veulent faire des éco-rénovations aussi et les encourager à peut-être, on voit beaucoup de financement qui est fait par certaines villes pour faire des éco-rénovations et accompagner les citoyens là-dedans. Donc, des petits gestes qui tous cumulés ensemble au niveau du municipal, au niveau de nos collectivités tout simplement, peuvent contribuer à cette réduction-là de GES. Mais c'est sûr qu'avec des gestes clairs, comme les mentionnait, des grands gestes, comme le mentionnait Alexandre, mais c'est sûr que ça va donner le coup de barre et donner le pied sur l'accélérateur dont on a besoin. Merci beaucoup, Sophie, pour cette intervention. Je pense qu'elle illustre très bien à quel point, oui, les gestes qu'on peut poser individuellement sont importants, mais à quel point on a besoin également d'une action concertée, une action collective pour transformer nos milieux de vie, puis sortir un peu là, des solutions un peu band-aid ou des améliorations technologiques pour vraiment revoir la manière dont on construit, dont on habite le territoire, dont on se déplace, etc. On a une première intervention dans le chat de Adam. Donc, je vais la lire si jamais il y a des gens qui ont du mal à voir le chat. Ça va comme suit. La question de l'engagement citoyen est cruciale. Comment créer des espaces civiques qui sont accessibles et attrayants aux citoyens et citoyennes? Des mesures imposées sans l'implication citoyenne risquent d'entraver l'acceptabilité sociale de la transition socio-écologique, surtout quand certains acteurs malveillants s'emparent de ce concept. Tel que noté, déjà on voit des messages publicitaires et politiques qui visent à confondre les enjeux et à les lier, par exemple, l'inflation à la taxe carbone ou la ville de 15 minutes et la question des couvre-feux. Comment donc transcender les divisions partisanes qui alimentent la propagation de ce genre de désinformation? Plus de participation et de mobilisation citoyenne font-elles partie de la solution? Qui souhaite y répondre en premier? Alexandre, puis Sophie. C'est juste, j'ai l'impression que cette question illustre très bien. En fait, il y a vraiment une super complémentarité entre ce que Sophie et moi, on a dit tout le long. Et j'ai l'impression que cette question-là, elle fait exactement le pont entre, je pense que la première partie qui s'adresse davantage à Sophie, peut-être la deuxième partie qui s'adresse davantage à moi. Mais c'est justement avec ces différentes perspectives qu'on a réussi à avoir une belle vue d'ensemble. Fait qu'en fait, je te laisserai commencer, Sophie. Euh, donc, merci Alexandre. Mais tu as bien raison. Bon, ben, comment transcender l'action citoyenne? Ben, je pense pas qu'il y a de solution parfaite ou miracle. Il faut bien connaître les gens de notre communauté. Il faut savoir adresser. C'est comme n'importe quelle communication. Hein, il faut la mettre dans la langue ou dans la réalité d'une mère monoparentale, d'un nouvel arrivant. Il faut s'ajuster constamment pour que ce soit facilitant, mais aussi agréable de venir. C'est important que les gens sentent qu'ils contribuent. C'est sûr que quand on fait une consultation publique, c'est toujours un peu de tradition. C'est pas ce qu'il y a de plus
agréable. Donc, on voit beaucoup de modèles intéressants qui naissent, des petits ateliers, des charrettes. Puis là, on rend ça un peu plus ludique. Puis les animateurs deviennent de vrais professionnels, en fait, du changement ou de l'innovation sociale. Donc, ça, c'est très important de poursuivre. Je ne crois pas qu'il y ait de solution parfaite de la Côte-Nord à Montréal. La façon de consulter ou de mobiliser les gens est complètement différente. Mais il faut vraiment réfléchir et faire l'effort d'aller chercher les gens chez eux. C'est toujours les gens qui sont mobilisés, soucieux et engagés, qui sont à la tête du train. Mais s'il faut aller chercher les gens, s'il faut aller dans le stationnement de chez Walmart, moi, je suis prête à y aller. Mais si c'est là aussi qu'il faut aller sans faire de morale. Éviter la morale, là, je pense que c'est ce qui est le plus important. On n'a pas la réalité de tout le monde, on ne vit pas la réalité de tout le monde. Il faut être attentif, il faut être à l'écoute avec de l'empathie, de la bienveillance. On entend ces mots-là souvent, là, mais ils ont une signification, ils ont un sens qu'il faut appliquer. Je pense que si on a cette intention-là, les gens vont le sentir. Si on a une bonne écoute, si on a un retour, prendre le temps, puis comprendre les réalités de tous. Puis s'il faut frapper aux portes, bon, on frappera aux portes. Mais je pense que c'est important de revoir ou d'adresser comme il faut nos publics cibles avec ces mobilisations-là. Parce que les réseaux sociaux, c'est bien le fun, là, mais je pense on est tous, il y en a trop, il y a trop d'affaires, puis je veux dire, on devient vite débordé. Donc, le faire comme il faut et remettre l'humain au cœur de nos actions. Et pour Alexandre? Ouais, je pense que Sophie a touché vraiment au cœur. En fait, ça touche à certains des livres que j'étais en train de lire dernièrement. Ça touche notamment à des choses que je dis en cours, mais je ne ferai pas de publicité pour les cours en ce moment. Mais juste pour le dire de manière comme, je vais essayer de ne pas trop être abstrait. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont agir parce que c'est la bonne chose à faire. Alors, il y a des gens qui vont être... Et là, c'est souvent... Ils vont être motivés pour des raisons morales et ils vont agir pour des raisons morales. Mais Sophie a très bien dit que c'est... Il faut qu'on arrête de croire que c'est tout le monde qui va agir, notamment pour des raisons morales. Alors, c'est vrai qu'on a intérêt à pas toujours aborder, en fait, on ne devrait pas aborder la question de manière moralisatrice et on va vraiment beaucoup gagner dans notre communication avec ça. Parce que c'est sûr que ce qu'on peut faire, et un des livres disait genre sur l'importance une des plus grandes choses qu'on puisse faire par rapport au changement climatique, c'est justement d'en parler et notamment de parler aux non-convaincus et notamment de parler à ceux et celles qui ne vont pas voter pour des partis qui soutiennent les actions climatiques. Ça, c'est extrêmement important. Et notamment, comment est-ce qu'on réussit à le faire? On réussit à le faire notamment comme vient de dire Sophie, en allant chercher des choses qui touchent à leur propre intérêts. Alors, ça pourrait être comme des gens vont agir des fois pour des raisons économiques. Alors, notamment, on peut exposer le fait que dans une réalité future, en fait, dans une réalité présente même, en fait, des choix plus intensifs en carbone vont coûter plus cher. En fait, ils pourraient sauver de l'argent en ayant des comportements plus sobres en carbone. Ça peut être des choses comme ça. Mais des fois, ça peut être justement, est-ce que les gens, est-ce que tu aimes la randonnée? Est-ce que tu aimes la pêche? Est-ce que tu sais que justement, on va avoir de la misère? Ou est-ce que tu aimes même voyager dans le sud? Est-ce que tu sais justement que l'érosion côtière est en train de menacer vraiment beaucoup de plages dans le monde? Est-ce que tu sais justement que, en fait, les poissons, il y a vraiment le changement climatique, sont en train d'affecter les bassins de poissons, c'est en train d'affecter la pêche au niveau mondial. Alors, il y a différents éléments comme ça qui nous aident, en fait, à aller chercher les gens. Mais c'est sûr qu'on est dans un contexte très partisan en ce moment. Au fait, l'enjeu environnemental n'était pas aussi partisan il y a quelques décennies. Aujourd'hui, on est vraiment dans un contexte où c'est beaucoup plus partisan. Ça va c'est un enjeu électoral et ça va continuer à être un enjeu électoral. Alors, on doit quand même, et là, ça va être vraiment une question de comment justement les différents leaders et comment on va parler à ces différents leaders-là pour leur dire, OK, minute, là, regardez, vous êtes en train de politiser un enjeu qui devrait être soutenu par tous et toutes. Et on doit quand même nos leaders d'opinion ont une influence remarquable, immense sur ce qui se passe en ce moment. Et là, ça va demander justement comme du leadership,
de gens qu'on ne s'y attendait pas, de leadership de tous les bords sur les côtés. Et nous, on peut exercer un leadership à différents niveaux. Alors, on peut avoir un leadership dans nos milieux de travail, dans nos familles. Et l'autre jour, quel exemple je disais l'autre jour? Ah oui, pourquoi on n'aurait pas, par exemple, Patrick Roy qui mangerait un burger végétarien, par exemple? Je ne sais pas pourquoi l'exemple est venu en tête, mais c'est ce genre de choses qu'on pourrait avoir toutes sortes de personnes qui ont une influence et qui pourraient assumer un peu ce devoir de leadership-là pour faire en sorte qu'on va changer nos pratiques, justement, si ces personnes-là vont soutenir des pratiques qui sont moins dommageables. Et ça va faire en sorte qu'on réussit à créer beaucoup plus d'adhésion comme ça avec différentes formes de leadership qui vont vraiment chercher les gens chez eux. Oui, c'est une formidable manière de voir la transition socio-écologique, de le voir à travers différentes thématiques qui touchent vraiment le cœur des gens avec des porteurs de messages qui sont près aussi de ces personnes, donc de ne pas toujours aller vers les activistes, les écolos peinturés en vert, mais de voir avoir une diversité d'acteurs là, vraiment qui peuvent intervenir sur ces questions, qui sont des questions de société là, fondamentalement, avant même d'être des questions à caractère de changement climatique. Si on revient sur la COP28, si par exemple on s'adresse à des personnes comme notre public qui s'intéressent de près aux questions climatiques, quelles seraient vos astuces pour suivre les négociations? Donc, à partir d'ici, sans faire un voyage dans le sud ou à Dubaï, comment on suit les grands enjeux? Si vous pensez à des sources d'informations qui sont tout autant crédibles que peut-être ludiques aussi, comment on s'intéresse, comment on suit ces négociations qui se passent à Dubaï là, ces jours-ci? Peut-être Sophie, puis Alexandre. Oui, tout d'abord, vous regardez écoutez les dialogues du climat. Je pense que vous faites un beau travail. Pas parce que je trouve qu'on est bon, Alexandre et moi. Alexandre est très bon, mais, Toi mais aussi, c'est Sophie, seulement. toi Merci. aussi, je t'en prie. Mais je pense que c'est une belle façon d'ouvrir un peu des fenêtres ou peut-être des cellules qu'on n'avait pas comprises c'est une belle façon en fait de susciter l'intérêt avec des gens qui n'auraient peut-être pas ces expertises-là ou qui les ont. Évidemment, il y a tout ce qui est de moi, je suis beaucoup le World RI, le WRAI. J'ai oublié son acronyme. C'est le World. Resource Institute. Merci pour l'aspect très économique qu'ils amènent à ça. Donc, tout est commenté, tout est donc, c'est un des canaux que je suis. Au terme des médias québécois et internationaux, mais il y a jamais eu autant de couverture. Tu faisais allusion tout à l'heure, Catherine, puis Alexandre aussi. Il n'y a jamais eu autant de couverture, de sections en environnement dans nos médias, que ce soit Le Devoir, la presse, Radio-Canada. Et puis, pour ceux qui cherchent les médias anglophones, The Guardian fait un excellent travail là-dessus. Et puis, on peut s'assurer que c'est de la bonne information qui est vraie, qui est suivie et qui est faite par de vrais journalistes. Donc, moi, c'est un peu autour de ça que je traîne quand je regarde ça. Bien sûr, il y a les C40s qui sont les grandes associations de villes, mais particulièrement sur des enjeux plus COP internationaux. Moi, c'est ce que je regarde pour l'instant. Et les dialogues du climat que je vais regarder tous. On a d'ailleurs Marie qui nous a suggéré un des dialogues pour le climat qui porte sur la mobilisation jeudi 7 décembre dans le chat. Et Alexandre, quelles sont vos sources d'informations de prédilection? Bien, en fait, j'invite aussi tout le monde à regarder et suivre les dialogues pour le climat parce que c'est vrai que c'est le fun de justement avoir des gens qui ont fait le travail un peu comme Sophie et moi et qui font régulièrement de suivre une grande source d'information, de plusieurs sources d'information et d'après ça, en fait, essayer de le distiller pour rendre ça le plus accessible possible. Mais effectivement, là, je ferai un appel parce qu'on est justement, puis je pense qu'une des questions sur le chat tout à l'heure le disait, on est vraiment dans une ère de la désinformation. On est vraiment où on a des gens qui essayent de devenir premier ministre d'un pays, hashtag le Canada, qui sont une source de désinformation et qui n'ont aucune gêne à faire de la désinformation. Même chose du côté au sud de la frontière. Il y a beaucoup de désinformation qui vient des leaders d'opinion, des politiciens en ce moment. Alors, il faut faire très attention et c'est pour ça que je ferai un appel, comme vient de le faire Sophie, allez vers le vrai journalisme. Allez et soutenez justement le vrai
journalisme, c'est une pierre angulaire de nos démocraties et donc aller chercher l'information là où elle est la meilleure. Et on a des excellentes sources au Québec, on a des excellentes sources au Canada, on a des excellentes sources à l'international. Alors, au niveau francophone, c'est sûr que justement, avec Le Devoir et Radio-Canada, on a des excellents articles qui sont faits à tous les jours ou presque. Et là, on va voir vraiment, ils vont avoir une superbe couverture de la COP 28. Le Devoir a des colonnes environnementales très régulièrement depuis plusieurs années déjà. C'est aussi le cas à Radio-Canada au niveau international. Alors, je suis de ceux qui vont lire presque quotidiennement les nouvelles environnementales dans The Economist, dans The Guardian, dans The New York Times, dans The Washington Post. Tout le monde n'a pas besoin de tout faire tout ça en ce moment parce que certains articles vont le résumer, mais entre justement Radio-Canada, Le Devoir, notamment à la maison, il y a toutes sortes de très bons articles qui vont sortir aussi dans Le Soleil, La Presse, le Journal de Québec, le Journal de Montréal. Il y a quand même des articles intéressants qui vont sortir ici et là, mais définitivement au Québec, le Devoir, Radio-Canada et à l'international, The Economist, The Guardian, The New York Times, The Washington Post sont vraiment des excellentes sources qui vont avoir une couverture régulière des enjeux les plus importants de la COP28. Et en regardant tout ça, on se fait une très bonne idée et on acquiert une littératie climatique et politique très importante. Merci beaucoup pour ces nombreux exemples. On a Marie qui nous partage aussi dans le chat qu'un panel a eu lieu la semaine dernière pour apprendre à en demander plus à nos élus. Donc, je vous encourage à cliquer sur le lien YouTube puis à revoir l'événement. On a également une question de Oda qui s'adresse sans doute davantage à Sophie. Oda nous demande au niveau municipal comment intégrer la notion de transition socio-écologique tout en provoquant des changements systémiques, donc des changements sur les modes de vie à travers des plans climat au niveau municipal. Les plans se concentrent, selon Oda, davantage sur la réduction des gaz à effet de serre et l'adaptation au changement climatique, mais comment on s'assure de provoquer justement des changements à plus grande échelle à travers l'action municipale? Il y a beaucoup de rencontres de plus en plus spécialisées d'information et d'éducation pour les élus. Je pense à l'UMQ qui en est une, donc l'Union des municipalités du Québec. Le vocabulaire a beaucoup changé. Il y a beaucoup plus d'éducation en termes d'adaptation, de résilience et de transition socio-écologique auprès des élus et des spécialistes. Des corps de métier comme l'ingénierie, les urbanistes intègrent de plus en plus des notions d'adaptation et les projets d'adaptation. Donc, le virage est en train de se faire. Il y a beaucoup de financement. C'est sûr que dans les municipalités, on regarde où on peut faire financer ces projets-là. La Fédération canadienne des municipalités donne beaucoup d'outils aussi et de financement via son fonds vert municipal pour les bonnes pratiques, pour le changement, pour l'élaboration de planification en transition écologique, en adaptation, en résilience. Donc, c'est des pratiques, des outils, des sources, des informations qui sont de plus en plus connues, auxquelles les élus, les directions ou les hauts fonctionnaires participent de plus en plus. Donc, elle est entamée. Il n'y a pas de plan de développement durable qui a été adopté là, dans les 3 dernières années. On est vraiment dans des plans d'adaptation climat au changement climatique ou encore de transition écologique et énergétique. La vague a commencé. On n'entendait pas parler de Candiac, là, 5, 10 ans. Mais ils ont un maire qui est visionnaire et puis maintenant, Candiac qui fait partie des villes de deuxième, troisième couronne dans la CMM, excusez-moi si je me trompe, là, mais qui ont entamé vraiment son redéveloppement de territoire et l'aménagement de territoire pour la transition écologique. Donc, c'est très intéressant de voir ces changements-là. Puis oui, il est en train de se passer. Ça n'empêche pas de le demander non plus. Les sites web sont souvent de bonnes sources aussi pour vous indiquer s'il y a des plans dans votre ville. Parfois, les sites web des villes, c'est pas comme un beau site web de magasinage sur IKEA, mais des fois, c'est dur de trouver des affaires. Ceci étant dit. Mais par contre, vous pouvez les trouver. Et ça peut être une occasion aussi en tant que citoyen de dire, ah, tiens, on n'a pas cette démarche-là, ce serait intéressant. Voici certains outils qui pourraient nous accompagner à entamer cette démarche-là. Autre chose aussi qui est importante.
il y a de plus en plus, je parlais des scientifiques en résidence, il y a de plus en plus de bureaux de la transition écologique ou de l'innovation sociale ou de la transition socio-écologique qui se sont créés au cours des dernières années dans plusieurs municipalités. Souvent, ça va de pair avec un maire ou une mairesse qui a la vision, une administration qui a la vision aussi, mais il y a vraiment beaucoup de bureaux qui se sont créés dans les Laurentides, Trois-Rivières, partout là, on voit vraiment les pratiques changer. Donc, en espérant que ça a répondu à votre question, mais il y a la démarche, la formation, elle est là. Puis si vous ne la voyez pas dans votre municipalité, vous pouvez toujours la proposer et vous baser sur d'autres villes qui l'ont fait. Un petit peu de compétition avec les villes voisines, c'est toujours utile dans le milieu municipal. C'est une super invitation. Et Sophie, on a une question un peu complémentaire. En plus des plans d'action climatique, Marie demande, avec la COP15 qui a eu lieu l'année dernière à Montréal, est-ce qu'on voit aussi apparaître des plans pour la préservation, la conservation de la biodiversité au niveau municipal? Bien, il y a des objectifs maintenant qui ont été, je parle surtout pour la CN. En fait, donc, ce qui est né suite à la COP15, c'est l'objectif du 30 dans le sud du Québec de protection des milieux naturels, hydriques et humides. En fait, la nature dans le sud du Québec, on avait des beaux objectifs pour le nord, mais pas pour le sud. Donc, ce 30 %-là s'est traduit notamment avec des études d'une firme qui est sublime et qui s'appelle Habitat et moi j'ai travaillé avec eux pour justement évaluer le potentiel de restauration et de protection dans la CMM et on arrivait au même résultat, le 30 Donc, le gouvernement du Québec avait son 30 qui vient des instances internationales, de l'UICN, qui est l'Union de la conservation de la nature, et des grandes COP. Et ça s'est traduit à la CNM en 30 aussi. Et là, les villes sont en train de réfléchir comment ils vont faire ça. Donc, il y a des analyses de terrain qui se font. C'est pas nouveau, là, les plans de protection, les objectifs de protection des milieux naturels en ville. Là, on double, en fait. C'était 17 on est rendu à 30 parce que c'est le seuil minimum de résilience. Donc, c'est en train d'être réfléchi. Je crois que la Ville de Laval, si je me souviens bien, a fait de gros efforts dans la dernière année pour l'adresser et rappeler son engagement par rapport à ça. Il y a des villes que ça va être plus facile, qui ont déjà ce territoire-là qui est plus boisé. Moi, ce que je fais dans mon travail, c'est de voir si on ne peut pas intégrer les infrastructures naturelles dans les milieux plus urbains où il n'y a plus de ces milieux naturels-là, où la restauration est plus difficile. Donc, quand on a des ARTAD ou qu'on fait du redéveloppement de territoire, est-ce que c'est possible d'avoir des mesures qui nous permettent d'intégrer un toit vert qui contribue à ce seuil-là de 30 Donc, on le voit de plus en plus, ça se fait, les villes ont cet encouragement-là à le faire et on voit qu'elles doivent et qu'elles veulent le faire parce qu'elles voient les impacts de ne pas le faire non plus, que ce soit des inondations ou des érosions de leur territoire, des eaux de chaleur et tout ça. Là. Donc, la compréhension et l'engagement est de plus en plus grand. Merci beaucoup, Sophie. Et en guise de conclusion, j'aimerais demander à Alexandre si vous aviez un souhait, une demande spéciale pour la COP28, qu'est-ce que ce serait? Je pense que ça ne va pas être particulièrement surprenant suite à ce que je viens de dire, mais ce serait que nous, les pays du monde, nous engageons à ne plus approuver aucun nouveau projet de pétrole et de gaz, à diminuer la production existante de pétrole et de gaz et à ne pas donner des subventions publiques aux technologies de captage et stockage de carbone. Alors, c'est ce que j'aimerais voir sans ambiguïté, sans loophole dans le texte final de la COP. Pour vous, Sophie, une demande ou trois, comme Alexandre vient de les décliner? Alors, moi, je vais juste dire, je veux ce qu'Alexandre désire, parce qu'on va essayer de le faire dans le milieu municipal. Je vais le faire atterrir dans les collectivités. Excellent. On voit bien la courroie de transmission de l'international au municipal avec vos commentaires, vos interventions. Je vous remercie chaleureusement pour vos réponses généreuses, votre implication également.
Je veux remercier aussi toute l'équipe des Dialogues pour le climat avant de passer la parole à Marie pour clôturer. C'est formidable qu'on ait accès à ces informations, que ce soit accessible sans frais également à toutes et à tous. Donc, si vous avez apprécié le panel, je vous encourage également à passer le mot à vos collègues, vos amis, votre famille. Donc, merci à nouveau à tous les trois. Marie. Oui, merci beaucoup pour toutes vos interventions. C'était vraiment super enrichissant. Puis je pense que ça nous fait un beau résumé de ce qu'on peut attendre de la COP cette année. Puis j'espère qu'on va être agréablement surpris et surprise de ce qui va s'en suivre. Donc restez avec nous pendant ces 2 semaines qui vont suivre. Puis au plaisir de vous revoir tous et toutes dans d'autres panels. Puis je vous invite évidemment à aller vous inscrire à d'autres panels si jamais vous avez apprécié celui-ci et à remplir le petit sondage qui est dans le chat actuellement euh, pour que nous, par la suite, on puisse évidemment répondre à vos attentes et s'améliorer de la meilleure manière possible pour les années à venir. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes. Puis merci aux panélistes et à l'animatrice incroyable que nous avions eue aussi aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Sophie. Merci Catherine. Merci Marie pour tout ça. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.